Bienvenue à On se livre, le balado qui met en lumière des personnalités fortes qui pensent le monde, chacune à leur manière. Je m'appelle Léa Clermont-Dion et je suis autrice, réalisatrice et chercheuse à l'Université Concordia. Je m'appelle Maïka Sondarji, essayiste, chroniqueuse et professeure en relations internationales à l'Université d'Ottawa. On est amis depuis 15 ans et on vous invite dans notre safe space où tout peut être dit. Bienvenue à On se livre, le meilleur podcast francophone où on reçoit des auteurs de non-fiction, donc de récits et d'essais. Le meilleur. Le meilleur, évidemment, parce qu'on ne sait plus là, si on est le seul, mais en tout cas, mais on est le meilleur. Ça, dire qu'on est les meilleurs. J'aime ça qu'on spécifie que c'est ça qu'on s'aime, en tout cas. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Fébrile. Là, moi, je parle à la mémoire parce que j'ai le mommy brain. Là, j'étais encore enceinte à l'époque de l'enregistrement de ce podcast. Un commentaire éditorial à tous nos auditrices et auditeurs. Pouvez-vous croire que Maïka Sondarji est enceinte de presque, comment Et mon Dieu, de presque 9 mois. Presque 9 mois. Presque l'accouchement. Elle lit énormément, elle travaille, elle s'occupe de tout, elle vous enseigne, elle est à la télévision. Puis là, elle est avec nous. Et aujourd'hui, on reçoit qui? Le père de mon futur enfant. Jonathan Durand-Folco, bonjour. Merci, enchanté. Professeur Durand-Folco. C'est comme ça que je l'appelle dans l'intimité. Genre, je vais me pincer. Je suis avec le power couple de la gauche québécoise. Bref, passons ses compliments. Jonathan, il n'aime pas ça quand je dis ça. Il y a un petit moment de... Non, vous remarquerez, d'ailleurs, bon, vous nous suivez sûrement sur les médias sociaux, On se livre, balado, sur Instagram, toutes les autres plateformes. Sociaux à vous deux. Non, je faisais pas de la promo pour nos réseaux sociaux, bien que j'allais mentionner que Jonathan Durand-Folco est même plus maintenant qu'un nano-influenceur. C'est lui qui m'a appris ce mot-là. C'est quelqu'un avec combien de followers? Je sais pas. 10 000, je les compte mais en tout cas. Environ 10 000. Non, mais dans le sens où tu es très impliqué dans divers mouvements sociaux, citoyens, la société civile, mais aussi sur les médias sociaux. Mais avant tout, il est remarquable. Il est professeur à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul depuis plusieurs années déjà. Ça fait 10 ans. Alors, ses recherches portent notamment sur la démocratie participative, délibérative, le municipalisme, les communs, la transition socio-écologique, la décroissance, le capitalisme numérique, l'intelligence artificielle générative et pourquoi pas le fascisme. Oui, dont on va parler aujourd'hui, mais tu t'es fait connaître dans l'espace public surtout pour tes recherches sur le municipalisme, notamment. Ton premier essai grand public, À nous la ville, traité de municipalisme en 2017, a remporté le prix des libraires du Québec dans la catégorie essai. Et donc aujourd'hui, nous te recevons pour Fascisme tranquille, affronter la nouvelle vague autoritaire. Un petit sujet. Tranquille. Gros sujet. Un gros sujet et j'ajouterais quelque chose d'autre en terminant le portrait de Jonathan Durand-Folco. C'est l'une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Il est très gentil. J'essaie. Je suis critique, mais je suis pas quelqu'un qui aime... nuancé. Oui, mais là, bon, avec le fascisme, peut-on vraiment être nuancé? Et je vais commencer dans le vif du sujet parce que, notre public cible est probablement pas expert du fascisme. Et pour parler de fascisme tranquille, de ta thèse, de tes différents arguments, j'aimerais que tu nous définisses un peu le fascisme. Tu peux citer, là, si tu veux, Paxton ou d'autres auteurs ou historiens, mais selon toi, le fascisme... Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Mais en fait, c'est beaucoup de choses. C'est un terme qui est très lourd, qu'on peut utiliser comme une insulte. C'est ça que je dis au début du livre. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. C'est ça qu'il faut bien le définir. Là. Parce qu'on s'est tous peut-être fait traiter de fasciste ici et là, même moi aussi dans une circonstance X ou Y. Des fois, c'est ça. Donc, ça peut arriver. Après ça, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Dans l'histoire, historiquement, le fascisme est associé à Mussolini. Donc, Benito Mussolini, dans les années 20 et 30, son régime autoritaire. D'extrême droite qui s'est mis en place. Hitler, c'est une branche peut-être, avec, je pense que le nazisme, c'est une forme extrême même de ce fascisme-là. Mais un régime fasciste. Un régime fasciste, c'est ça, comme régime politique, qui concentre le pouvoir, qui abolit les institutions démocratiques, qui affirme la supériorité d'une race, d'un peuple, d'une identité, puis qui a tendance à essayer de valoriser la force, la virilité notamment, exclure les minorités, la diversité de genre et autres choses. Et aujourd'hui, le fascisme, au 21e siècle, ça prend des formes différentes. Donc, on parle plus d'extrême droite, mais extrême droite, c'est large, parce que ça dit c'est tout ce qui est plus à droite que la droite. Et là, dans le livre, je dis en fait, pour essayer de reconnaître ce que c'est, il y a 3 grandes composantes. D'une part, une forme d'ultra-nationalisme. On parle parfois de ethno-nationalisme, c'est-à-dire, c'est pas le fait d'aimer sa nation. Moi, je pense que j'aime le Québec et je m'identifie au Québec et c'est ma propre nation, mais c'est une vision que les vrais Québécois, par exemple, seraient les Québécois de souche.
C'est un nationalisme exclusif. Exclusif, c'est ça, ouais. Donc, la vraie nation, ça serait les descendants, par exemple, des Canadiens français, par exemple. Et les gens qui viendraient ici devraient soit s'intégrer, devenir comme nous, ou sinon, on va dire qu'on les chasse, par exemple. Ou soit qu'on doit leur enlever les droits, ou même on parle parfois de remigration, c'est-à-dire on va déporter les gens par millions s'ils ne se conforment pas à nos normes. Fait que Donc, ça, c'est premier critère. Premier critère. Deuxième critère, il y a la vision autoritaire. Donc, ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut être des gens qui ont une certaine agressivité, une certaine tendance à imposer leur vision. Ça peut être aussi parmi les gens, on pourrait dire les gens ordinaires, même si je n'aime pas cette expression-là, c'est une tendance à se soumettre à une autorité. Donc, faire confiance à un chef. Il y a culte du chef ou à croire, en fait, puis à suivre d'une certaine façon ce qui se passe. Donc, cette composante-là d'une forme d'autoritarisme qui est plus psychologique, ça, c'est pas le propre de la droite. La gauche aussi. Ça, tu vas faire toute une analyse dans le livre sur la psychologie de la personne autoritaire. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, on y reviendra. Parfait. Puis le troisième critère, c'est l'hostilité à la démocratie. Puis ça, c'est ambigu parce que souvent, un argument qu'on va dire, mais regardez, en France, Marine Le Pen, par exemple, Éric Zemmour, compagnie, ça peut pas être des gens fascistes. Parce qu'ils se présentent aux élections. Ils se présentent aux élections. Fait qu'ils veulent jouer, puis même ils se réclament de la souveraineté du peuple aussi. Mais l'affaire, c'est qu'il y a une ambivalence parce que s'ils se présentent aux élections, ils le font de façon instrumentale, stratégique, essayer de prendre le pouvoir. Mais une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont généralement avoir tendance à concentrer les pouvoirs, donc à enlever les droits individuels, critiquer, définancer les universités, les différents médias. On le voit avec Trump, ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle. Ils ne respectent pas la séparation des pouvoirs, puis s'opposent à ce qu'on appelle la démocratie libérale, c'est-à-dire la démocratie basée sur une idée de on va essayer d'équilibrer les pouvoirs. Et les courants d'extrême droite, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont utiliser le système parlementaire électoral, mais ils vont le vider de l'intérieur par la suite. Ce qui fait en sorte que même en Russie, si on regarde, Vladimir Poutine il est là depuis extrêmement longtemps. Il y a des élections, mais dans les faits, c'est pas un régime démocratique, c'est un régime autoritaire qui est mis en place. Mais d'ailleurs, on en parle juste un mini référence à notre épisode avec Louis-Philippe Lampron sur la démocratie. Donc, on parle beaucoup de ça, que la démocratie libérale, ce n'est pas seulement des élections aux 4 ans, là, c'est beaucoup plus que ça. Moi, tu sais, dans le livre, là, il y a quand même presque une centaine de pages pratiquement à définir le fascisme. Je veux dire, il y a toutes sortes de perspectives qui sont amenées par Paxton, qui sont amenées par Umberto Eco, etc. Je sais que tout le monde n'est pas nécessairement initié à la pensée politique ou à la science politique, mais j'aimerais quand même qu'on distingue d'abord fascisme d'extrême droite et même fascisme de populisme, là, comme Tarragoni, mettons, le définit, ou Moudet même. Mais comment est-ce qu'on distingue ces catégories-là, juste qu'on comprenne de quoi qu'on parle? Parfait. Mais moi, ce que je viens de définir là, actuellement, c'est avec les 3 grands critères, ultranationalisme, autoritarisme, hostilité à la démocratie, c'est la nébuleuse plutôt des courants d'extrême droite, qui est très, très large, puis il y a plusieurs sous-courants dans cette affaire-là. Je dirais que le mot fascisme, au sens fort du terme, en tant que régime politique autoritaire, c'est peut-être un des points d'aboutissement de cette chose-là. Robert Paxton, notamment, qui est un historien américain qui a beaucoup étudié la France, le régime de Vichy et ainsi de suite, lui dit que le fascisme, une des caractéristiques, c'est la question aussi de la violence qui est utilisée en monde politique. Et là, il a dit, par exemple, que Trump, avant les élections, enfin, avant l'assaut du Capitole, dans son premier mandat, 2021. C'est ça, il était plus, on pourrait dire, dans une forme de populisme de droite autoritaire. C'est-à-dire, populisme, c'est le fait de se réclamer du peuple, du sens commun, puis d'être contre les élites, l'establishment. Puis là, on va dire, nous, on est les représentants du vrai peuple et vous autres, vous êtes les différentes élites. Mais les élites, est-ce que c'est les élites économiques, les milliardaires? Est-ce que c'est les professeurs de gauche comme moi? Du point de vue des courants d'extrême droite et des courants populistes de droite, nous, professeurs d'université, on est vu comme une élite qui domine la société, en fait. Mais après l'invasion du Capitole le 6 janvier, donc c'est là où Paxton, notamment, qui est un historien qui était justement très frileux à dire que Trump était fasciste, mais à partir de là, il dit qu'il y a un encouragement à la violence et donc... Là, il faut nommer un chat parce qu'il a encouragé à une insurrection. Il nie la question des élections aussi. Il dit qu'il a été truqué. Et là, on franchit une ligne rouge, puis il y a même genre de milices, en fait. Donc, il y a comme des gens qui le suivent, sont prêts à utiliser la force, la violence. Et là, on est rendu dans un processus, puis c'est pour ça qu'on dit là, il faut nommer un chat. Et pourquoi on n'est pas, question naïve, dans la détermination, par exemple, de l'autoritarisme? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas juste autoritarisme? Ouais. Autoritaire, c'est une expression que j'utilise, puis je pense qu'on peut utiliser, mais ça peut désigner beaucoup de choses différentes. Par exemple, la Chine, elle a un régime autoritaire, mais c'est pas une idéologie d'extrême droite fasciste, c'est un mélange entre plein d'idéologies, quoique la Chine même a pris un virage ultra-nationaliste aussi, mais c'est l'autoritarisme, c'est très large. Ouais, c'est ça. Mais après ça,
l'extrême droite, c'est une forme d'autoritarisme de droite ethno-nationaliste. Puis le fascisme, c'est comme, on pourrait voir ça comme un spectre ou un continuum. Puis là, de plus en plus que ça devient intense, de plus en plus qu'on rentre dans un processus de fascisation. Donc, dans le continuum, oui, c'est ça que tu dis dans le livre, c'est que c'est un processus, c'est pas un état des faits. Puis c'est pour ça que tu finalement cartographies ces gestes-là et ces actions-là qui nous permettent d'arriver éventuellement et je te cite, au fascisme tranquille. Là. Et je te cite, tu dis, pourquoi on appelle le titre, c'est fascisme tranquille, parce que le fascisme est déjà parmi nous, mais nous ne le savons peut-être pas encore, donc c'est important de se poser des questions par rapport à ça. C'est ça, c'est une ambiance en fait. Ce que je dis un peu dans le livre, c'est que il ne faut pas attendre d'avoir des chambres à gaz ou quelqu'un comme Hitler, par exemple, avant de dire peut-être qu'il fallait faire attention, il faut avoir une certaine vigilance. Donc, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est comment les sociétés occidentales actuelles, de plus en plus, virent vers des dérives autoritaires de droite et d'extrême droite pour la grande majorité. Et là, c'est quoi qui explique ça? C'est quoi qui vient avant? C'est quoi le pré-fascisme, le proto-fascisme? Et là, un des soucis que j'ai dans le livre, que j'essaie de faire, je ne sais pas si je suis capable d'y arriver, c'est de distinguer le conservatisme, qui est une posture de droite. Et moi, je dis qu'il ne faut pas mélanger. C'est pas parce que tu es conservateur que tu es d'extrême droite, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un certain glissement, il y a un entre-deux qui fait que des gens qui se disent du conservatisme ou de la droite basculent vers l'extrême droite ou reprennent des propos extrémistes de la droite autoritaire. Et là, on vient à ne pas avoir voir la distinction. Donc, c'est quelque chose qui est complexe. Puis moi, j'essaie de montrer dans le livre qu'au Québec, même, nous autres, on a une société ouverte, accueillante, tolérante, inclusive. En fait, il y a des groupes d'extrême droite. Il y a des discours dans l'espace médiatique qui contribuent à cette fascisation. Et là, qui reprennent même des thèmes des courants d'extrême droite qu'on trouve en France, aux États-Unis, mais qui importent ça avec une version plus soft, plus douce. Mais je trouve ça intéressant parce que tu critiques un peu Louis-Philippe Lampron, on le faisait aussi dans l'épisode qu'on a fait avec lui. Tu dis qu'il faut se défaire de cette vision idéalisée, même chauviniste ou exceptionnaliste de la société québécoise, comme quoi ça pourrait pas arriver. Ça peut pas arriver ici, parce qu'on est bon, parce qu'on est gentil, on est ouvert sur le monde. Exact. Historiquement, mais il n'y a aucune société qui est à l'abri. Puis je pense pas qu'il faut non plus qu'on se compare aux États-Unis directement pour dire on est comme les États-Unis, mais peut-être on est 2, 3, 4, 5 ans en retard. Donc, qu'est-ce qu'il y a au Québec qui, selon toi, serait dans ce chemin-là? En fait, les rouages, où j'essaie d'expliquer les causes, là, j'en avais identifié 6, puis je ne vais pas toutes les trouver. Il y a la question aussi d'une insécurité économique, une précarité économique. Il y a l'inflation. À l'époque, même dans les années 1920-1930, la crise économique, ça fait en sorte que beaucoup de gens sont effrayés. Leurs conditions de vie se dégradent. Ils veulent trouver des coupables. Mais là, si, par exemple, les courants progressistes de gauche ne sont pas capables de faire valoir leur vision, les discours d'extrême droite, des courants fascistes vont dire « Ah, c'est à cause des Juifs ». Ou là, on va dire aujourd'hui, c'est à cause des islamistes, ou c'est à cause des femmes, ou c'est à cause des immigrants. Le bouc émissaire. Qui est au cœur des phénomènes de la haine, en général. Ça. Fait que l'insécurité économique du point de vue des gens de la population qui crée une circonstance. C'est pas parce qu'il y a une crise économique qu'on va basculer vers l'extrême droite, mais ça crée des conditions propices. Deuxième élément, la culture. Donc, je pense que les guerres identitaire, culturelle. Au Québec, on a eu les accommodements raisonnables dans les années 2000, débat sur la Charte des valeurs, débat sur la loi 21. C'est pas ça, je dis pas que la loi 21, c'est un exemple d'une mesure d'extrême droite fasciste, mais les débats sur l'identité, protéger l'identité nationale menacée, parce qu'on considère, par exemple, il y a des gens qui considèrent que le peuple québécois, dans son essence, va disparaître ou va être envahi par des hordes d'immigrants qui débarquent. Ce genre de discours-là... Ça crée quelque chose. Ça crée, c'est un terreau fertile. C'est un terreau fertile. Exact. C'est de l'engrais pour éventuellement quelque chose. Exact. Puis là, tu fais une différence que je trouve intéressante, justement, parlant de terreau fertile, entre un régime politique là, qui serait fasciste à l'échelle macro-sociale et une forme de subjectivité ou de mentalité susceptible d'adhérer à ce régime-là. Donc, on peut voir ça quand même dans comment... On parlait avec Francis Dupudéry dans un autre épisode de la société du commentariat, comment est-ce que les discours ambiants font que ça crée des conditions possibles. C'est ça. Oui, parce que c'est un processus. C'est pas comme régime autoritaire, arrive du jour au lendemain. C'est qu'il y a des gens qui se mettent à adhérer avec ça, puis ça se passe dans la sphère médiatique, culturelle notamment. Puis on normalise des idées qu'il n'y a pas si longtemps on considérait comme étant épouvantables. Puis là, on va dire, mais maintenant, c'est normal de dire, il y a trop d'immigrants. Puis c'est à cause d'eux qu'on perd nos emplois, nos logements, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Oui, puis si on va plus en profondeur avec l'aspect culturel de la chose, il y a aussi les médias. Si on analyse les médias, que ce soit, en fait, des fois, j'ai l'impression que les médias traditionnels vont s'abstenir de discuter de ces thématiques-là avec un regard critique pour nommer les choses très clairement. Je me rappelle l'année dernière, à la radio de Radio-Canada, quelqu'un dit fascisme, et là, un lecteur de nouvelles dit on ne dit pas ça, on ne peut pas le dire. On peut pas le dire. On peut pas le dire. Donc, en fait, on exclut la question dans l'espace médiatique. C'est trop un gros mot. Dans un premier temps,
C'est comme si on l'évacuait, même cette analyse. On peut pas réfléchir à la question. Et d'autre part, ben, il y a le phénomène plus réseaux sociaux qui amplifie une parole de polarisation. Donc, on a comme, je trouve, ce contexte-là qui anime, qui alimente la guerre culturelle. Puis c'est des vases communicants. Moins on parle de ces enjeux, plus ça va alimenter l'autre bord, puis moins on peut amener des correctifs à ça. Exactement. Tu as écrit là-dessus, d'ailleurs, là, ton livre dont j'essaie de retrouver le titre là, très rapidement. Capitalisme algorithmique. Capital algorithmique. Oui, c'est vrai. Capital algorithmique. Je sais pas Mais d'ailleurs, est-ce que tu as parlé de ton livre dans les médias traditionnels beaucoup? Ou ça a J'ai été invité à différents endroits, puis il y a Alain Gravel, notamment. Le livre avait sorti. Éco-Société, je pense qu'ils ont fait une publication sur les médias sociaux qui était un peu provocatrice, je dirais, mais qui a heurté des gens de droite, dont Mathieu Bock-Côté. Ils ont invité Mathieu Bock-Côté, mais ils ne voulaient pas débattre avec moi directement. Il était une semaine après. Puis là, Alain Gravel, je me souviens, il dit, mais là, vous parlez fasciste tranquille, vous n'êtes pas en train d'exagérer, vous dites qu'au Québec, ça existe. Puis il était un peu comme, il me questionnait. Je lui disais, mais attendez. Là. Puis là, j'ai essayé d'exposer, puis là, finalement, je trouvais que là, il y avait plus d'écoute où c'est un processus. Je dis, on n'est pas arrivé là encore, mais il ne faut pas se mettre c'est ça, il ne faut pas faire l'autruche. Mais en fait, c'est tu examines justement, quand je parlais d'engrais ou de terreau fertile, des éléments qui pourraient amener à un état de fascisme. Donc, ta thèse, si j'ai bien compris, c'est un processus. Et observons où ça peut finalement prendre en feu. Qu'est-ce qui amplifie? Qu'est-ce qui contribue? Puis dans ça, l'espace médiatique, j'en parle un peu. Mais je dirais, je parle plus avec le cas des États-Unis notamment, mais c'est large. Les médias traditionnels. Puis dans ça, il y a beaucoup de trucs. Tu sais, c'est comme la presse, le Devoir, le Journal de Montréal, si on prend l'écosystème au Québec, n'ont pas les mêmes lignes, les mêmes tendances. Mais dans les médias sociaux comme tels, comme on le sait, leur modèle d'affaires, capturer notre attention, le modèle d'engagement, puis la polarisation est alimentée par des systèmes algorithmiques. Puis même les dirigeants d'entreprise, c'est pas une théorie du complot, ils profitent de ça, ils bénéficient parce que leur profit découle de la chose. Puis dans le terme de polarisation, j'en parle un peu dans le livre aussi, souvent on a une vision symétrique, c'est-à-dire, les gens d'extrême gauche se chicanent avec les gens d'extrême droite, les deux c'est équivalent, le fer à cheval. La théorie du fer à cheval. C'est ça, comme les extrêmes se rejoignent, mais ce qui a été étudié de façon plus empirique avec la recherche universitaire, c'est aux États-Unis notamment, qu'on parle de polarisation, c'est asymétrique, c'est-à-dire les discours, les récits, les nouvelles ne circulent pas de la même façon dans les écosystèmes médiatiques de droite et d'extrême droite que dans les écosystèmes libéraux du centre ou de la gauche. Puis les nouvelles, les fausses nouvelles, les théories du complot, on ne peut pas dire que les deux sont équivalents. Ça fonctionne différemment. La violence est valorisée d'une manière différente aussi. On parlait avec Francis Dupudéry notamment de le masculinisme, ce n'est pas le penchant du féminisme. Là. Il y a quand même des aspects différents puis de mobilisation de la violence. Pour revenir aux technologies, parce que, comme je disais, tu as aussi écrit un livre là-dessus, puis je vais te citer parce que je sais, je l'ai marié, mais j'aime beaucoup comment tu écris, mon amour. Vous êtes tellement cute. Mais tu dis, le fascisme est une idéologie créative qui sait s'adapter aux outils technologiques de son temps. Donc, le lien entre, justement, réseaux sociaux, mais plus que ça, là, le régime économique des algorithmes avec le fascisme, comment est-ce que ça se... Oui, mais en fait, il y a différentes choses. Il y a les grandes plateformes numériques qui carburent à une indignation, une polarisation asymétrique. Les gens se chicanent, ça carbure. Puis il y a une montée aux extrêmes qui fait en sorte que c'est difficile de débattre en ligne, comme vous le savez peut-être. On se fait insulter. Il y a de la cyber-intimidation, cyber-violence. Vous connaissez ça aussi. Mais fait qu'il y a comme l'écosystème général des plateformes numériques qui n'aident pas. Deuxièmement, les courants d'extrême droite sont hyper habiles pour mobiliser, créer des sites de réinformation, des chaînes YouTube, capables d'être influents sur différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, compagnie, de faire circuler leur discours. Il y a une viralité. Et même à l'époque de Trump numéro 1, donc de 2016 à 2020, il y avait tout ce qu'on appelle le courant de la alt-right, c'est-à-dire la droite alternative, qui faisait des mimes, des petites images de grenouilles, de l'humour, puis ils jouaient sur des codes culturels. En attaquant beaucoup Hillary Clinton, notamment, avec les courriels, etc. C'est ça. Fait qu'il y a comme une certaine capacité. Puis en plus, ces gens-là qui font des podcasts d'extrême droite sont financés par des élites comme Peter Thiel, des milliardaires américains. Thiel, qui, par ailleurs, financent des podcasts du genre. On peut-tu dire que Peter Thiel a déjà dit qu'il serait peut-être conséquent de retirer le droit de vote des femmes? Wow, oui, il a déjà dit ça. Oui, mais lui, il croit que la liberté d'entreprise n'est pas compatible avec la démocratie. Fait que lui, il croit que la démocratie, on faudrait s'en débarrasser, mais il va l'utiliser pour peut-être faire valoir ses propres idées. Mais donc, c'est pas un libertarianisme total. Là, on s'en va vers une thèse fascisante, finalement. Peter Thiel, puis j'en parle un petit peu dans le livre, en fait, ce qui se passe aux États-Unis, qui est original de ce siècle-ci, comme c'est une idéologie qui se développe, c'est ce que j'appelle le
techno-fascisme qui combine différentes choses. Il y a l'approche de Trump. Trump, lui, il veut restaurer un ordre ancien. Make America Great Again, revenir à ce qu'il y avait avant, chasser les immigrants, America First, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, c'est autre chose. Mais il veut ramener, puis ça correspond plus aux critères que j'avais nommés initialement de l'autoritarisme d'extrême droite. Puis l'autre courant qu'on connaît moins, dont Peter Thiel est proche de cette gang-là, c'est les courants néo-réactionnaires et accélérationnistes. Fait que ça, c'est des idéologies dans le milieu de la tech, où ils disent, dans le fond, il faut alimenter le système industriel, capitaliste, économique, le plus possible, puis on va se débarrasser de la démocratie, puis il faut faire en sorte qu'en fait, les grands gouvernements, les États, soient gérés par des PDG, par des rois, en quelque sorte. Puis ils veulent abolir la démocratie, puis faire en sorte qu'au lieu qu'il y ait, mettons, 200 quelques pays à travers le monde, qu'on ait peut-être 10 000 petits pays, qui seraient des micro-pays, des micro-îles, gérés comme des entreprises privées. Mais il y en a déjà qui existent, là, mais tu m'en c'est ce parles. qu'ils essaient de faire aussi en ce moment. C'est ce qu'ils essaient d'implanter. Mais ce qui est fascinant, je trouve, c'est que depuis l'invention, si on veut, même d'Internet, du Web 2.0, Tim Berners-Lee, etc., il y avait à l'époque de la Silicon Valley, puis Maxime Ouellette le traite bien dans son ouvrage sur cette question-là, il y avait un idéal égalitaire et il y a eu un renversement dans les dernières années qui a eu ahurissant, je trouve. Ouais, parce que initialement, finalement, c'est ce qu'ils voulaient. C'était des échanges, des échanges des savoirs, des échanges des pratiques, un monde plus égalitaire. Oui, c'est ça. Dans le milieu de la tech, dans les années 70-80, ce qu'on a appelé l'idéologie californienne, donc c'est-à-dire à Californie, c'est un mélange entre la culture hippie, contre-culturelle de gauche, horizontalité, on vit dans les communes, et l'esprit entrepreneurial de la tech, ou une approche libertarienne qu'on appelle, qui milite pour la liberté individuelle, mais il y a comme un mix des deux. Mais ça a été vraiment, je dirais, un courant influent dans l'industrie numérique. Mais là, ce que je décris dans le livre, c'est que depuis à peu près 5-6 ans, il y a un virage à l'extrême droite d'à peu près tous les chefs des entreprises. Puis on a vu lors de la cérémonie d'assermentation de Trump, tous les dirigeants qui étaient là. Est-ce qu'ils se sont tous convertis à ces idées-là où ils font de façon opportuniste pour avoir des contrats? Pour la plupart. Je pense que Mark Zuckerberg, lui, il joue parce que... Il était démocrate avant. Il était démocrate, puis il a banni Trump de sa plateforme. Mais là, un peu avant qu'il se fasse élire, il est allé souper avec. Il est vraiment stratégique. Je pense que c'est comme il va... En fait, c'est une guidoune. Comme beaucoup de grands capitalistes là, qui s'en foutent bien de ils veulent avoir des bons rapports avec le gouvernement, avoir des contrats. Mais pour ce qui est, par exemple, de Peter Thiel, que lui, il est de droite, puis il critiquait le politiquement correct dans les universités au début des années 90. C'est un conservateur de droite, voire d'extrême droite. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a financé des intellectuels comme Curtis Yarvin, des courants accélérationnistes. Puis il y a J.D. Vance aussi. Donc, c'est le même réseau. Il a aidé à faire ces gens-là. Puis là, lui, notamment, et des gens comme Elon Musk, ils sont vraiment d'extrême droite dans leur vision du monde, en fait. Une vision du monde que la démocratie, c'est mal. Puis on voit avec Musk qui est en train, notamment, d'appuyer des gouvernements d'extrême droite en Europe, puis d'essayer d'étendre son influence, puis d'avoir des spins, puis des discours anti-migrants contre les Noirs. Fait que là, Musk, lui, est en train vraiment de virer à l'extrême droite, vraiment dans sa vision du monde. Donc, le régime économique dans lequel on vit en ce moment serait plus fertile pour un certain type de fascisme? Oui. Une chose que j'aborde pas assez dans le livre, puis j'en ai discuté avec des gens après, c'est que ce qu'on appelle l'extrême droite fasciste, ça découle d'une crise du capitalisme. Quand le capitalisme, on a souvent associé ça parce que de notre vivant, ça a été principalement associé à la démocratie libérale, les élections, puis dans cette idée de la guerre froide, il y avait la Russie, par exemple l'URSS, là, c'était autoritaire, communiste, puis on voyait le monde libre, c'était l'économie de marché, la démocratie, comme les États-Unis. Et là, cette alliance-là qu'il y a eu temporairement entre la démocratie et le capitalisme est en train de se briser. Historiquement, le capitalisme est arrivé avant. Il y avait des États absolutistes, c'était le colonialisme, il y avait des rois, tout ça, avec des luttes du mouvement ouvrier, luttes révolutionnaires. Là, il y a eu la Révolution française, par exemple. Et là, le capitalisme a fait comme un pacte avec la démocratie. Et là, ce qu'on assiste malheureusement, je pense, c'est qu'on voit cette dislocation-là, puis les élites, les milliardaires actuellement, ont intérêt à dire si on veut poursuivre notre accumulation, avoir nos profits, on va se débarrasser de la démocratie, on va appuyer des dirigeants autoritaires d'extrême droite. Et on voit ça aux États-Unis, notamment en France, Vincent Bolloré, qui est comme, c'est un empire médiatique, qui appuie des discours d'extrême droite parce que ça l'arrange. Donc, c'est pas juste que les gens
ont une insécurité économique, une précarité, c'est que les élites actuellement sont en train de dire, mais on va se débarrasser de la démocratie. Et là, pour tu être parles de capable faire Bolloré, du ben là, profit. il faut parler de propagande. Je veux dire, dans un contexte de fascisation, il y a toujours cet aspect-là de propagande médiatique qui maintenant prend une forme distincte que ça pouvait l'être durant l'époque d'Hitler, etc. Mais je trouve que la propagande aujourd'hui est plus dissipée. On a de la difficulté à l'identifier parce qu'elle passe par de la désinformation sur les réseaux C'est sociaux. pas nécessairement de l'État, Donc, mais... oui, puis maintenant, c'est que ça vient de tout le monde. Tu sais, c'est Exact. comme, Ça on peut venir de adhère. n'importe où. C'est fou, la force de certaines propagandes. Mais donc, de Bolloré, effectivement, au Québec aussi. Donc, je veux un peu revenir au Québec parce que... Oui, revenons au Québec. Justement, ben, Comment par rapport à ça- cette question-là de la propagande, qu'est-ce que, dans le discours public, c'est quoi les mécanismes qui participent à ce terreau fertile-là d'idées fascisantes? Oui. Mais bon, sans nommer, puis je fais pas cette On analyse-là n'aime en pas ça long nommer, et en non. large, mais l'Empire québécois, il y a une certaine pluralité interne quand même dans les blogs, mais dans certains chroniqueurs vedettes notamment, les spins qui sont amenés, c'est des spins qui contribuent à une vision d'une identité québécoise menacée par l'autre. C'est pas tout le monde, Théorie du mais il y grand a des gens, remplacement, là, si on théorie pousse du grand ça, remplacement. Quand il va y avoir une violence qui va être faite à l'endroit d'une personne blanche, par exemple, par une personne immigrante, on va avoir des chroniques, mais quand il va arriver l'inverse, on n'en parlera pas. Fait qu'il y a comme une asymétrie, puis comment l'information circule, ça contribue à faire un virage à droite de la société québécoise. Là, après ça, est-ce que c'est droite tout court, extrême droite? Dans certains textes, certains articles, on a littéralement des copies, des copies-collées de discours qu'on retrouve en France, comme Éric Zemmour notamment, et qui sont importés au Québec. Fait qu'il y a comme des courroies de transmission. Notre espace médiatique, même si au Québec, on a notre espace à nous, on n'est pas isolé de ce qui se passe aux États-Unis, la France, ailleurs dans le monde. Ah Ça non, circule puis beaucoup. de plus en plus d'ailleurs. C'est ça, ouais. Fait que ça, je pense que l'écosystème médiatique, sans dire, c'est la faute à Pierre Capalado, je pense pas que lui, il a cette intention-là, mais quand même, comment ça s'arrange et ce qui crée du clic, ce qui suscite l'indignation, ça marche, ça paye, Du donc on Québécois, mais il y en encourage. a ailleurs aussi. Il y en a aussi dans tous les médias aussi. Devoir, il y a parfois... Puis c'est pas aussi clair, comme tu dis, c'est pas d'accuser certains individus de dire « Ah, tu es fasciste » ou tu... Puis c'est pour ça que tu dis souvent, là, le fascisme est souvent utilisé comme une insulte. C'est pas ça. C'est de dire, ça crée des conditions préalables qui fait qu'il y a un certain discours plus radical. Puis après, les gens qui va veulent aller pouvoir être beaucoup plus valorisé. loin. Mais qui répondent oui. à quels critères spécifiquement? Donc là, tu parles de plus l'identité, la question identitaire. Ouais, Le nationalisme identitaire. exclusif. Ouais. Je dirais qu'au Québec, notre extrême droite est divisée un peu en deux, mais là, il y a des liens qui se créent entre les deux. On a une extrême droite ethno-nationaliste, donc qui se définit comme dans le sillage de dire il faut défendre le Québec contre la noyade démographique. Je dis cette expression-là, on va disparaître, c'est un suicide qu'on est en train de vivre. Tu mets des guillemets, mais les gens utilisent, il y a plein de gens dans notre milieu politique qui Puis on utilisent parle ces de termes-là. remigration et tout ça. Fait que ça, c'est une droite ethno-nationaliste, mais qui se revendique du Québec. Puis mettons, il y a un groupe aussi qui est un peu connu, qui a fait un peu de buzz au niveau médiatique, mais qui a été un peu mis de côté du mouvement indépendantiste, c'est Nouvelle Alliance, un groupe d'extrême droite, selon les critères que j'utilise dans mon livre et tout ça. Et là, eux, ils font un peu d'entrisme dans certains partis politiques et tout ça. Fait qu'il y a ces groupes-là qui existent. Il y a aussi d'autres tendances, mais qui sont plus tendances trumpistes. Depuis qu'on a eu la pandémie, j'en ai pas vraiment parlé, mais j'en parle un peu dans le livre, ça crée une forme de confusion, je pense. On a vécu ça de façon extrêmement difficile. Ça a été tough pour beaucoup de gens, on pourrait dire. Et là, dans cette remise en question-là, il y a eu quand même un bouleversement des codes. Tu sais, le débat gauche-droite, là, c'était le débat, les mesures sanitaires. Il y avait certaines théories de la conspiration qui ont circulé beaucoup. Certaines fois, c'était pas les conspirations, ça s'est avéré vrai, donc dans des firmes de génie comme McKinsey qui ont influencé. Et là, ce qui s'est passé pendant la pandémie... De quoi qu'on parle, là? Non, mais c'est en fait... McKinsey, qu'est-ce qu'ils ont fait, McKinsey? Mais c'est que dans les mesures sanitaires, notamment, qui ont été mises en place, il y a eu des recommandations faites par le gouvernement de Justin Trudeau et par François Legault, mais c'était piloté par cette firme-là qui amenait les mêmes plans dans plein d'endroits à travers le monde. Ah, d'accord. Mais ça a été documenté dans la presse et tout ça. Radio-Can aussi. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la pandémie, ça crée une confusion générale. Puis il y a des gens qui étaient historiquement de gauche, féministes, pour, mettons, la santé naturelle, retour à la terre, mais que là, à cause des mesures sanitaires, étant donné qu'il y a des courants de droite, d'extrême droite, dans certaines branches, se sont avérés comme ça, il y a eu des gens d'alliances insolites qui se sont mis en place et qui font en sorte qu'il y a eu un genre de mixte, en fait, qui a été fait dans les imaginaires. Puis il y a une certaine branche qui se rapprochait de Trump, en fait. Puis moi, je connais une amie, notamment à gauche, elle est virée trumpiste, elle est virée anti-trans et tout ça, puis qui ont passé, on pourrait dire, de l'autre côté, d'une certaine façon, puis
qui nous voient, nous, comme des gens étant des moutons qui suivent le système. T'sais. Fait que, Et la gauche n'est ouais. pas du tout réapproprié ce discours-là. J'ai l'impression qu'on réifie certaines des conversations qu'on a à la maison parfois. Mais la gauche aurait Ben oui, pu... je me sens dans votre cuisine. avoir une critique, dire les mesures sanitaires, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, avoir ça. Mais on a laissé ça, ces gens-là débat. de côté, un peu comme aux États-Unis, Ouais. on a laissé les travailleurs blancs qui avaient été heurtés par le système capitaliste, on les a pas mobilisés, on n'a pas mobilisé leur colère qui était légitime. Puis là, ben, ces gens-là se sont fait convaincre par... Mais, Puis, mais j'ai comme l'impression que depuis 2024, depuis la réélection de Trump 2, il y a une accélération oui. de ces mécanismes-là. Est-ce que tu observes ça également? Oui, tout à fait. Moi, j'écrivais le livre j'ai commencé l'automne 2024. Il y avait déjà des discours anti-immigration de plus en plus forts au Québec notamment. La campagne présidentielle de Trump, je disais, oh là là, je ne sais pas s'il va être réélu. J'avais l'intuition que ça allait probablement arriver, mais je ne pouvais pas en avoir la certitude. Je disais, oh là, il est rendu ailleurs. C'est plus le Trump le premier. Là, il y a un discours d'extrême droite fascisant. Il faut faire attention. Et là, j'ai vu ça se déployer sous mes yeux. Puis le livre, je l'ai écrit 2024-2025. Et jusqu'à la toute fin, j'hésitais parce que c'était en train de se faire. Puis au Québec, des gens disent annexer le Canada pour les États-Unis. Il y a des discours proches un peu de Maxime Bernier, notamment, qui ne représente pas beaucoup dans l'électorat. Mais il y a des gens qui suivent, c'est pas grave, c'est des franges. Ils parlent fort. Mais en fait, aussi, des fois, on peut constater qu'il y a un enjeu vraiment, il y a quelque chose qui se passe quand on voit la publication beaucoup de livres sur ces enjeux-là. Puis même au Québec, il y a eu ton livre, il y a eu Marc Fortier. Il y en a aussi. plein, qui ont été il y a publiés, eu en France le livre de Salomé Saké, Résister, qui chacun de ces livres-là, d'ailleurs, répond à différentes fonctions. Moi, je trouve qu'avec cet ouvrage-là, on comprend vraiment mieux, en fait, l'historique du fascisme, la personnalité autoritaire, puis en plus, tu amènes une thèse originale qui vient, je trouve, bien compléter la discussion. Mais ça, on n'en a pas beaucoup parlé de la personnalité autoritaire, puis c'est intéressant parce qu'on parlait des affects tantôt, de la subjectivité, tu parles aussi des émotions, mais ça se joue là. Mais ça, c'est une des différences que ton livre amène sur ce concept-là de personnalité autoritaire. Donc, oui, puis je te lance la balle. J'ajoute un petit quelque chose. Je ne savais pas que ce cher Théodore Adorno s'était penché sur la question de la personnalité autoritaire. Puis, en fait, moi, ce qui m'a marqué de ma lecture, en plus de savoir qu'Adorno s'intéressait à cette question de cette manière, c'est l'aspect, en fait, du corps. Parce que tu parles aussi que le fascisme, ça passe également par les corps et le corps comme nation, le corps-État. Et tu parles des frustrations sexuelles, notamment par Reich, qui est dans le freudo-marxisme. Freudo-marxiste. Un courant des que j'ai ressorti des boulamites. Donc, en tout cas, parle-nous donc de cette personnalité autoritaire selon ses études. Puis en fait, pour faire une histoire courte, j'ai ressorti des choses que j'avais prises dans un cours que j'enseignais à l'école de Francfort notamment, puis certains courants qui ont étudié justement la jonction de la psychologie, la question de l'inconscient, analysée par Freud notamment, mais souvent, Freud et les psychanalystes se concentrent sur l'individu. Mais là, les courants plus inspirés de Marx et autres se concentrent sur la société, la structure, le mode de production, mais il y a très peu de gens qui ont essayé de faire le lien entre les deux. Puis moi, c'est cette tradition intellectuelle qui était très populaire à l'époque, qu'on a oublié. Puis j'essaie de voir, est-ce que eux qui ont étudié le fascisme à l'époque, ils étaient là, ils l'ont vu, en fait, c'est de leur vivant. La plupart, c'est des Juifs qui se sont exilés de l'Allemagne parce qu'ils craignaient pour leur vie. Voir qu'est-ce qu'eux avaient à dire, puis est-ce que ça nous parle encore aujourd'hui. Fait que moi, je reviens un peu à Wilhelm Reich. Je pense que cette théorie a des choses intéressantes, mais il y a des choses qui sont, un peu vieillots, tout ça. Du bon il y avait des théories ésotériques sur la question de l'orgasme et de l'énergie cosmique, tout ça. Mais je dis, on peut trier comme les trucs étranges, mais lui, il dit, puis je pense que c'est pas juste la frustration au niveau érotique, sexuel, mais quelque chose de l'ordre de la frustration. Je pense qu'il est propre à ces courants-là. Les courants d'extrême droite sont capables de mobiliser la frustration des gens, mais en le canalisant dans une direction particulière. Moi, je pense que la gauche, entre guillemets, ou d'autres, on pourrait mobiliser cette frustration-là. Il réussit pas du tout à le faire, là. Mais après ça, l'amener ailleurs. Puis là, il y a cette dimension-là. Puis en plus de la frustration, il y a l'idée, en fait, d'une peur d'une insécurité, comme j'ai dit, la peur de l'ordre, de l'étranger, on va disparaître. Il y a la question du ressentiment, qui est proche aussi, c'est-à-dire de vouloir haïr profondément une élite qui nous aurait confisqué notre pouvoir. Donc, la haine des bobos, par exemple, des profs d'université ou des élites de gauche multiculturalistes et tout ça. Donc, ça, c'est un truc qu'on peut retrouver. Les islamo-gauchistes. Oui, c'est ça. Donc, il y a comme ce ressentiment-là. Puis la question du dégoût aussi qui peut être joué. Fait que là, je vais avec Eva Illouz, qui est une sociologue des émotions. Très intéressant. Qui a dit, en fait, le
populistes de droite et les courants d'extrême droite mobilisent le dégoût, bizarrement, parce qu'on ne voit pas beaucoup dans l'espace public, mais tout ce qui est mixité, mélange, ainsi de suite, on va dire il faut purifier la nation de ses corps étrangers. Ça vient d'un dégoût, d'une émotion, d'un sentiment. Elle s'est intéressée à l'État d'Israël pour sa politique des émotions. Mais c'est drôle parce que quand tu parlais des émotions puis des affects, ça me faisait penser aussi encore une fois, la propagande ou les mouvements anti-avortement aux États-Unis. C'est-à-dire que le ressentiment et la frustration à l'égard du monde dans lequel ils vivent, j'ai l'impression qu'ils la canalisent sur un seul enjeu qui est finalement le droit à la vie qu'ils appellent. Et là, ils canalisent toute leur énergie là-dessus et leur agressivité passe par ces messages-là et ils font finalement l'apologie d'un effritement des droits humains parce qu'on veut retirer le droit des femmes d'avorter. Moi, je voyais beaucoup dans la mécanique psychologique que j'ai vu chez des acteurs du mouvement anti-avortement que j'ai pu rencontrer, cette frustration-là. Et ils vont la manipuler pour créer finalement une espèce d'idéal sociétal à atteindre qui est de reproduire la nation privilégiée. Plus de bébés et tout ça. Ben, ça, c'est mécanismes psychologiques. Puis je pense que c'est intéressant de ne pas le garder juste sur les courants d'extrême droite, mais d'analyser, c'est ça, des mouvements différents. Puis même la gauche, j'en parle à peine dans le livre. Je pense il y a dans certains courants des discours, des interactions en ligne qu'on peut voir, des formes d'autoritarisme aussi. Mais après ça, pour moi, c'est ça, une rigidité, attaquer les autres. Puis moi, je dis, en fait, il faut combattre toutes les formes d'autoritarisme, mais celle qui est la plus présente dans la société, je pense qu'on pourrait le démontrer empiriquement, les gouvernements d'extrême gauche autoritaire, il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui restent. La Corée du Nord, le Cuba vient de tomber, tout ça, mais après ça, c'est vraiment plus des courants d'extrême droite. Puis étudier ça, je pense que c'est essentiel. Je veux revenir sur la fameuse théorie du fer à cheval, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, que c'est cette idée que souvent, on va dire, il y a quelqu'un, par exemple, qui fait un attentat d'extrême droite, je sais pas moi, anti-diversité sexuelle. Là, oui, mais l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est toujours les deux, comme ils se rejoignent au fond. Les deux sont hyper violents, radicaux, tout ça. Mais c'est pas... Non, c'est ça. Il faut, c'est pas la réalité, il faut refuser cette symétrie, cette symétrisation, c'est-à-dire on va trouver les deux, c'est deux pour l'extrême, puis la bonne voie à suivre, ça serait le juste milieu, ça serait le centre. Je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. Puis là, de plus en plus que les courants d'extrême droite et fascisants prennent de l'importance, plus qu'une forme de criminalisation de tout ce qui est anti-fascisme. Fait que ça, j'en parle un peu vers la fin du livre. Comme si les antifascistes étaient aussi violents que les fascistes. Aussi, sinon plus. Puis là, on a vu ça en France, Quentin notamment, de Rangue qui a été tué dans une bagarre notamment, mais là, les circonstances autour des faits, mais on va dire, ah oui, l'extrême gauche est violente, puis là, ils vont dire, une des personnes qui étaient présentes faisait partie de la Jeune Garde, qui est une organisation antifasciste, qui est proche de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. Puis on va dire, la France insoumise est responsable de ce mort-là. Puis on va dire, Québec solidaire au Québec a invité Jean-Luc Mélenchon. Donc, Québec solidaire est complice de ce qui s'est passé. Fait qu'on fait des genres d'amalgame. Puis là, en fait, aux États-Unis, ils ont criminalisé, puis ils ont passé des lois pour... Là, ils commencent à avoir des procès, des gens qui ont 30 ans de prison parce qu'ils sont organisés, ils sont considérés comme des terroristes. Fait que ça, je pense, après ça, dans les courants antifa, il y a plusieurs débats sur l'usage de la force, de l'autodéfense. Ça, c'est un autre sujet. L'intimidation, excusez-moi, mais la violence faite aux gens qui veulent justement critiquer cette extrême droite-là, ça, on n'en parle pas, mais il y a des stratégies collectives d'occultation de la parole. On les connaît. Mais les mouvements anticoloniaux, c'était la même chose. Là. France Fanon, on parlait de la légitimation de la violence, mais parce que quand tu es face à un système violent, comme le fascisme, par exemple, on peut discuter de, est-ce qu'on vit dans un système fasciste ou dans le monde, etc., mais il y a quelque chose comme... Il y a une violence, pas une violence acceptable, mais une violence qui dans les cas extrêmes, peut-être de légitime dépense ou en des cas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est drôle parce que ton livre me rappelle finalement l'ouvrage de Francis Dupuy-Desgris aussi, qui porte sur la question la montée des violences dans les classes, mais la montée des extrêmes, je dirais. Et il a observé toute une catégorie de gestes dans les écoles du Québec, des saluts nazis. C'est ça, ça revient. Donc, ça c'est étrange. On se dirait, est-ce que moi, il y a 2-3 ans, je ne pouvais pas imaginer que ça revienne, que ça soit... Après ça, peut-être une forme de désapprobation qu'il faut vraiment garder, mais là, tu dis, qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Quand c'est rendu banalisé, quand c'est rendu une blague de faire ça, on en est rendu. Dans son livre, il dit que de juste interdire les jeunes puis de les critiquer parce qu'ils font ça, c'est pas nécessairement la meilleure manière de les faire non, c'est ça. Après ça, c'est comment on répond, puis on fait... C'est ça. On est capable de déradicaliser certaines personnes qui vont dans cette tendance-là, puis malheureusement,
Elon Musk fait un salut C'est ça. nazi dans un truc, puis ça circule partout. C'est légitime. Des Andrew Tate, Andrew des Tate influenceurs aussi. et tout ça, Ouais. que c'est proche de ces mouvances-là. Là, pourquoi ça l'atterrit dans les écoles? Mais là, les gens, c'est là qui ont accès à cette Ouais. information-là, Tout est puis ils voient dans ça comme... Ben, c'est ça. Donc, le C'est- constat ouais. actuel est vraiment assez horrible, mais donc, Ouais. quels sont nos recours pour endiguer? Vous qui allez avoir un nouvel enfant, là, comment... des recours, mais aussi comment vous gardez espoir là, dans votre... tu sais, le Votre espoir, soir, mon dans amour? votre lit, là, comment peu. vous gardez l'espoir? Non, non, OK, non, je voulais pas dire ça. Pas en On n'ira tout. pas, c'est trop C'est personnel. pas ça que je voulais dire. Mais parle-nous, cher invité, de comment on fait pour garder espoir, puis ce serait quoi nos recours politiques, Exactement. démocratiques? Mais au début du livre, ma dédicace, ça va à ma fille, ma première fille, Aïna. Je dis qu'il vivra dans un monde terrible, mais qui pourrait être dépassé ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que les choses vont pas aller pour le mieux à court terme, mais la vie doit continuer à vivre, à exister, résister, c'est créer. Donc, moi, je vois de l'espoir quand on sort de cette impuissance-là, le sentiment de désolation, quand on se remet à faire des choses ensemble. Puis moi, il y a comme différents niveaux, je parle un peu dans le livre. Il y a une forme de résistance dans la vie quotidienne, dans nos gestes, dans nos relations interpersonnelles, recréer du lien. Ce que je dis aussi, c'est pas parce que quelqu'un a des propos peut-être pas tout à fait corrects qu'on doit discréditer puis les insulter, traiter de racistes. On doit recréer de la solidarité dans nos lieux Du de lien proximité, social. du lien social. Puisqu'on a vu notamment aux communautés. États-Unis, communauté, c'est ça. Puis à Minneapolis notamment, la résistance contre les forces de ICE, les gens disaient qu'on soit de gauche, de droite, républicain, démocrate, mon voisin qui est à côté est en train de se faire comme m'arrêter par des gens, je vais aider. Donc, avoir des gestes d'entraide quotidien, recréer du lien, la communauté, je pense que ça, c'est une des choses parce que l'autoritarisme d'extrême droite pousse sur une forme d'atomisation. Sentiment d'impuissance, on a peur les uns les autres, on ne veut plus faire confiance à personne. Et dans ça, ça crée une individualité où là, tu as juste un rapport avec une autorité suprême, un chef que tu vas suivre. Et là, ça crée un terreau propice. Fait qu'il faut vraiment créer du lien. Et Hannah Arendt, notamment, Ben oui. elle avait écrit sur ça. C'est la désolation, le fait d'une perte du monde commun. Recréer du lien social, c'est une des premières choses. Mais ça, c'est une base. Ben, je vais citer Jean-Antoine Durafolco. Parce que tu parles de ça beaucoup dans la conclusion notamment, mais tu dis le contexte de confusion globale qui contribue à l'émergence de préjugés et d'attitudes autoritaires repose sur un contexte économique inégalitaire, mais aussi sur un processus d'atomisation et de perte de repères qui favorise finalement un état de désorientation propice à la circulation des idées xénophobes, à la pensée rigide, à la recherche de boucs émissaires, tout ça. Puis, donc, comme tu dis, là, la solution à ça, au niveau plus fondamental, ontologique, c'est de recréer du lien. Puis peut-être, social, tu veux nous parler, je sais que tu es beaucoup impliqué dans le mouvement Multitude, qui a fait beaucoup parler, c'est là, pas ça, multitude, mouvement là. social. Multitude, mais ça, c'est un mouvement qui n'est pas un parti politique organisé qui se bat contre l'oligarchie notamment, donc la concentration extrême des pouvoirs, puis qui veut rétablir la démocratie. Puis je pense que la démocratie, même à gauche, en fait, on perd confiance envers notre capacité démocratique, envers l'intelligence de nos concitoyens et concitoyennes, puis on va se dire, mais il faut avoir un gouvernement fort. Et moi, je pense que la démocratie, compte tenu qu'elle est en crise, ça crée le terreau propice à des courants d'extrême droite. Il faut vraiment que, mais pas juste défendre la démocratie libérale représentative telle qu'elle existe. C'est pas le système on Allez vote tous les voter aux 4 ans. C'est d'approfondir la démocratie comme participation active, démocratisation de l'économie dans les lieux de travail. Puis moi, la réponse à ça, au lieu de recréer du lien social, c'est recréer des espaces de démocratie partout où on peut le faire. Dans nos Mais qui crée du garderies, lien, finalement. on crée du commun. On vient au commun. C'est ça. On crée des communs. La démocratie dans nos écoles, dans nos établissements, dans nos lieux de travail. On peut faire de l'autogestion, des coopératives, encourager la démocratie là où on peut la faire. Donc, qu'est-ce que Multitude fait? Multitude, en fait différentes choses. Donc, on fait des assemblées de cuisine, on mobilise des gens. Il y a eu des petites partout, campagnes qui ont été organisées à différents endroits. On crée du lien dans des territoires différents. Là, ce qui s'en vient cet automne, les premières assemblées populaires qui peuvent être créées dans différents territoires. Puis on crée un sentiment d'inspiration, d'enthousiasme aussi. Parce que je pense que face à ce qui se passe, un des pièges qu'on a, c'est de dire, ben c'est foutu. On ne peut plus rien faire, on se sent impuissant. Et ça nourrit l'autoritarisme. Donc, il faut être capable de retrouver une joie de vivre, une joie militante, une joie de participer. Multitude fait un petit peu de ça, puis on a d'autres projets en cours aussi. Donc, là, j'ai expliqué un peu. Mais c'est génial. Joie Mais militante, c'est vraiment Franchement, un livre que j'ai adoré aussi. Il j'adore. faut parler de ça. Ouais. J'adore. Mais j'aime votre... les amis, j'aime votre élan. Non, mais pour vrai, Il faut avoir ça parce que le monde est difficile, mais il faut être capable de bouger. Non, mais Ouais. vous êtes parmi quand même des optimistes. Vous incarnez la résistance à votre manière. Puis ça, je salue ça. Il faut essayer de la vivre un peu plus. Ça peut être
des beaux Ouais. discours. Après ça, dans la vie quotidienne, c'est pas toujours parfait non plus. Mais après Ouais. ça, de vivre ça, puis de pas se sentir seul, puis d'agir ensemble. Parce que c'est ça, ouais, c'est de c'est se ça, sentir seul, d'être Ouais, atomisé qui fait qu'on est propice au Mais il y développement a de beaucoup de gens certaines qui se sentent idéologies. accablés par ce que tu décris dans le livre, puis c'est difficile pour ces personnes-là Un de sentiment de trouver un sidération, sens. Mais c'est vrai que plus on retourne vers la communauté, plus on trouve du sens Ouais. à travers tout ça, puis l'énergie pour continuer. Exact. Notamment la Donc, communauté de On se livre. Oui. On se livre. D'ailleurs, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux et encourager par le fait même, malheureusement, le capitalisme algorithmique, vous pouvez toujours aimer Le notre faire. page afin de résister, aimer notre Ben oui. page, nous encourager, nous écrire un petit message. Pourquoi pas? Oui. On aime toujours ça, vous lire et Oui, vous dites-nous répondre. qui vous voulez qu'on reçoive dans les prochains épisodes, pourquoi pas. Oui, puis on remercie Jonathan Durand-Folco. Merci, Jonathan Merci Durand-Folco. pour Qui, cette discussion. par ailleurs, tous les jours, presque, écrit un statut Facebook. Si vous avez le temps, là, si vous avez du temps de libre pour Mais lire. c'est le modérateur, je dirais, de la démocratie participative en ligne. J'essaie. L'éthique de la discussion, c'est difficile en ligne, mais je pense qu'il faut essayer de faire ça autant Mais que possible. On peut pas tolérer tous les discours, évidemment. Vous l'avez vu, vous l'avez découvert. Jonathan Durand-Folco est gentil et il n'insulte pas Personne. donc personne. Alors, vous allez voir, il J'essaie. va toujours vous répondre avec une grande diplomatie, contrairement à moi. Alors, Léa je peut être salue. bête parfois. Je salue. Ouais, merci beaucoup. Puis Merci. on Merci beaucoup. Pour se cet revoit échange. bientôt. À bientôt. À bientôt.